Bonjour, merci pour cette invitation, pour me situer, parce que j'aime bien dire de là où je parle, parce que moi je suis un nouveau breton, ça fait 2 ans que je suis en Bretagne, donc je découvre en vitesse accélérée beaucoup de thématiques, beaucoup de problématiques, et parmi les problématiques que je découvre, tu disais tout à l'heure Gaël, il y a la capacité des organisations politiques à se réinventer. Moi j'ai travaillé pendant 10 ans pour Éric Piolle et à travers Éric Piolle pour les écologistes à Grenoble, parce que j'étais conseiller spécial d'Éric Piolle à Grenoble, et quand j'ai commencé à travailler pour les écolos à Grenoble, ça remonte un peu maintenant, c'était en 2012, à cette époque-là, les écolos se vivaient comme étant tout petits, minoritaires, le pouvoir c'est pas pour nous, on sait pas faire, comment on fait, comment on travaille. Et moi, mon travail et le conseil politique que j'ai fait autour d'Éric Piolle et avec les écologistes et le reste de la gauche à Grenoble à ce moment-là, c'était de travailler sur comment vous passez de l'influence à la puissance. Comment vous travaillez sur, ok, les écolos ou la gauche font l'agenda politique de ce qui se passe dans les débats, les médias, l'air du temps, les questionnements qu'on a là. Ok, c'est chouette d'être ceux qui donnent le pouls du débat, mais comment au bout d'un moment, c'est vous qui faites et c'est pas les autres qui faites à votre place. Et moi, c'est un des questionnements que j'ai. Tu disais qu'on a une capacité à se réinterroger tout le temps et qui m'amènera après à parler de l'IA, mais sur l'UDB, que moi je découvre un peu en novice et en nouvel habitant, c'est en discutant un peu avec les uns avec les autres, j'entends souvent en refrain me dire en fait, on aura réussi quand on ne servira plus à rien et qu'on n'existera plus. En gros, on aura réussi la bataille quand on pourra se dissoudre, et on pourra se dissoudre, c'est chouette. Parce qu'en fait, on aura gagné notre cause sur l'autonomie, sur la reconnaissance de notre culture. Et moi, du coup, je vais avoir un heureux paradoxe qui me saute aux yeux tout de suite, c'est de dire, mais en fait, ça fait 60 ans que vous essayez de vous dissoudre. Alors, soit, deux choses l'une, soit la stratégie n'est pas la bonne, soit il s'agit de vous dissoudre autrement. Mais moi, il me semble que ce que moi, mon métier, c'est de faire, c'est de passer de l'influence à la puissance. Et que ce défi-là, aujourd'hui, qui je sens être un peu le vôtre, qui tourne un peu autour de vous, c'est comment vous dites changer la vie par les institutions, par le pouvoir politique. C'est pas forcément dire aux autres de le faire, c'est pas forcément d'être la mouche dans l'oreille de l'éléphant qui dit à l'éléphant, je vais tellement pourrir la vie, tu vas avancer là au lieu d'avancer là. Et j'ai l'impression, mais c'est pas vous, c'est l'ensemble en général des forces progressistes de gauche, humanistes, universalistes, se disent le pouvoir c'est mal, c'est pas pour nous, nous on va juste être l'oreille dans la mouche dans l'oreille de l'éléphant. Et en fait non, vous pouvez devenir l'éléphant. Pas un éléphant comme les autres, pas un éléphant, vieil éléphant comme ceux que vous combattez, mais vous avez une capacité, vous avez une majorité culturelle, il y a un breton qui sommeille et qui dort dans chaque habitant de ce territoire, et c'est à vous d'aller le réveiller. Et c'est pas convertir les gens au petit livre breton en disant voilà notre dogme, voilà votre idéologie, nous on y va et pensez comme nous, c'est pas ça. Le but c'est de se dire, parlez vraiment que vous avez une majorité culturelle, que tous les habitants de ce territoire, plus les 450 000 qui vont arriver d'ici 2050, sont des alliés pour vous. Et donc il ne s'agit pas de les convertir, il ne s'agit pas de les convaincre, il s'agit de leur révéler le fait qu'en fait ils sont déjà d'accord avec vous mais ils ne le savaient pas encore. Ce qui est un travail majoritaire passionnant, mais ce qui est une autre perspective, si on se dit 60 ans derrière, ça fait 60 ans que vous réfléchissez à comment, entre guillemets, on n'a plus le temps d'exister, à comment, si maintenant on réfléchissait à comment on s'empare du pouvoir pour changer les choses, nous en tant qu'acteurs politiques du territoire, et pas en disant, en fait, aux copains, regarde, c'est toi qui as le pouvoir, donc c'est toi qui vas faire. Sur l'intelligence, donc moi, ma contribution et mon rôle de conseiller politique, parce que c'est un mot qui est un peu flou et un peu flottant, ça peut tout et rien dire, mais c'est d'accompagner les collectifs pour passer d'une logique d'influence à une logique de puissance. Et sur l'intelligence artificielle, moi je pense que les tendances de fond et sur lesquelles les institutions réfléchissent, c'est à partir d'un rapport qu'a remis Goldman Sachs de mars 2023, il y a un an, qui dit que l'intelligence artificielle, ça va coûter 300 millions d'emplois. 18% de l'emploi mondial. Que 2 tiers des emplois touchés, c'est sur la zone européenne américaine. Et donc cette révolution qui arrive là, encore une fois, on peut se dire, c'est nouveau, l'intelligence artificielle, on ne la mesure pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une nouvelle occurrence, une vieille question, qui est que faisons-nous des gains de productivité, que faisons-nous de la réduction du travail, que faisons-nous de la montée de la technologie qui nous retire du travail? Et là, c'est une question qui est vieille C'est la vieille question de la gauche des humanistes, c'est en fait, est-ce que le temps de travail gagné, les gains de productivité, une journée de travail est 30 fois plus productive aujourd'hui qu'il y a un siècle? Est-ce que ces gains de productivité-là, on en crée du chômage, de la précarité et de la violence? Ou est-ce qu'on en fait du temps libéré et de l'autonomie? C'est la même question qui est posée depuis, qui porte les écologistes depuis les années 60 ou 70, mais qui est la question qui est posée, qui hante le débat public européen et de la gauche en Europe depuis toujours. C'est en fait, il y a des gains de productivité, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on exclut les gens? Est-ce qu'on condamne les gens? Est-ce qu'on précarise les gens? Est-ce qu'on les condamne on les sacrifie? Ou est-ce qu'au contraire, on va se dire, non, en fait, on va changer de référentiel, de paradigme, et du coup, on va réfléchir autrement sur qu'est-ce qu'on fait de cette richesse libérée, ce temps libéré. Et ça, c'est une question que vous aurez à trancher, parce que c'est une question qui va vous toucher à vous, notamment en Bretagne, parce qu'avec la numérisation du travail et le fait que les gens peuvent travailler à distance, les 450 000 personnes qui vont arriver, les nouveaux, d'ici 2050, ça va, je caricature, je m'avance peut-être, ça va pas être que des artisans et des boulangers. Ça va être des architectes,
ça va être des gens du tertiaire, ça va être des gens du service qui peuvent bosser de chez eux, qui font des montages de télé, il y en a plein de Douarnenez, moi j'habite à Douarnenez, plein de nouveaux habitants sont des gens qui bossent à distance et qui vont une fois par mois à Paris. On peut imaginer que c'est aussi ces gens-là qui vont arriver d'ici 2050. Et là, l'intelligence artificielle et la numérisation du travail, ça change tout. Parce que ces gens qui vont arriver sur le territoire, ils vont avoir besoin de services publics, d'accès au réseau, mobilité, Internet. Ils vont avoir besoin de services publics, moi j'en suis, des crèches pour les gamins, des écoles pour quand les gamins grandissent, des hôpitaux pour les parents qui vieillissent. Et donc là, il y a une révolution du territoire qui va arriver. Parce que les gens qui vont arriver, les nouvelles populations, elles vont arriver avec leurs besoins. Donc soit vous dites, vous positionnez, et ça c'est à vous de trancher. La population qui arrive, ils sont pas de chez nous, c'est pas des natifs, on leur parle pas, ou alors ils sont en train de dénaturer notre territoire, ou alors vous travaillez pour en faire des alliés. Et ça, du coup, c'est une question qui vous appartient de trancher, mais que vous devrez vous poser. La politique de l'éducation pour permettre aux différentes populations de se marier ensemble, évidemment. Moi, je vous invite pas, peut-être qu'il y aura une réflexion à mener, c'est-à-dire quand vous dites quand le verrou est à Paris, c'est peut-être une image, mais le verrou il est au conseil régional, et qu'il y a des Jacobins qui mènent une politique jacobine, des Bretons, au conseil régional de Bretagne. Michel Gérard, ce ne sera pas lui ou ses équipes qui déverrouillera la question du logement. Et pourtant, c'est un Breton. Ni de l'agroalimentaire. Ni de l'agroalimentaire. Enfin, c'est quelque chose qui me frappe. J'ai l'impression qu'il y a une revendication très forte en Bretagne, d'une identité très forte, culturelle, et en même temps, le modèle de développement qui est mis en place est absolument mainstream. Sur le tourisme, l'agriculture, enfin, ne peut pas faire plus mainstream que le développement capitaliste que ce qui se passe en Bretagne. Donc c'est pas Paris. Enfin, il y a aussi Paris, évidemment. Mais s'il y avait une équipe différente à la tête de la région, on peut imaginer qu'il se passerait des choses différentes. Donc c'est aussi la responsabilité c'est un clivage qui est politique, qui est d'imaginaire, de rapport de force politique, entre ceux qui font la politique business as usual, qui sont aussi bretons, et vous qui êtes aussi bretons et qui voulez une autre politique. Donc peut-être que le verrou est à Paris, le verrou il est aussi à Rennes, le verrou il est aussi dans vos mairies, dans vos conseils départementaux, le président du conseil départemental du Finistère est un problème. C'est un verrou. Il est breton.